Bienvenue, pèlerins du web. Avec les vidéos précédentes, celles des playlists Une épopée humaine et naissance des dieux, nous avons suffisamment de notions pour apprécier à présent les rapports d'intérêt mutuel entre l'homme et l'animal, ce que nous appelons la domestication. Nous allons voir ici les animaux clés qui ont servi pour la traite. Le bœuf, l'âne, le cheval, le chameau, le dromadaire et l'éléphant d'Asie. La domestication est une activité humaine très ancienne. Pour le chien, elle précède de loin la sédentarisation. La lignée du chien se sépare de celle du loup en moins 100 000 au plus tard, à l'époque d'une des grandes sorties d'Afrique de Sapiens qui pour l'occasion rencontra Néandertal au Levant. Il est possible que l'ancêtre du chien se soit à cette époque rapproché et associé aux groupes humains qu'il suivait afin de jouir des restes qu'il pouvait en obtenir. Cette espèce émergente était tolérée par l'homme car elle avait spontanément un rôle d'alerte et aussi d'auxiliaire de chasse. On peut remonter le temps jusqu'en moins 2 millions d'années, époque de la disparition d'Australopithèque et de l'apparition de Homo ergaster le bipède, pour voir les premières traces de collaboration entre l'homme et l'animal. Des restes de loups gris à côté de ceux d'hominidés, sans traces traumatiques pour aucune des deux espèces et datant de cette époque, ont été retrouvés. On peut donc en déduire que les loups se sont très tôt associés aux humains pour chasser les grandes proies. Cette association pour la prédation a fait évoluer le loup en chien, puis a conduit à sa domestication. Ceci s'est produit à peu près de partout où cela était possible. Seules l'Australie et l'Afrique australe semblent échapper à cette règle. En moins 125 000, au milieu du Paléolithique moyen, des crânes de loups associés aux restes humains sont présents dans la grotte du Lazaret à Nice, en France. En moins 15 000, au début du dernier tiers du Paléolithique supérieur, les premières traces de chiens ont été découvertes sur des sites magdaléniens dans l'abri du Morin en Gironde. C'est au Néolithique que se diversifie la domestication vers d'autres espèces animales. Vers moins 8500, sur certains sites du Moyen-Orient, des restes archéozoologiques témoignent de la domestication. Des aurochs, l'ancêtre des bœufs, des mouflons, l'ancêtre des moutons, et des chèvres sauvages. Ces chèvres sauvages sont des bovidés des forêts, des broussailles et des zones rocheuses de la Turquie et du Caucase, de l'Afghanistan et du Pakistan. On a vu que cette période précède de 500 ans l'agriculture. L'homme est encore un prédateur pour la cueillette des céréales sauvages. Au Néolithique, vers moins 6000, une tombe chypriote renferme les restes d'un homme et d'un chaton. On en déduit que l'homme a domestiqué le chat pour chasser les rongeurs commensaux qui proliféraient au voisinage de ses stocks de céréales. Plusieurs scénarios ont été proposés comme ayant mené à la domestication des espèces animales. La tradition d'adoption de bébés d'animaux et leur allaitement est la première explication qui vient à l'esprit et donnée comme origine de la domestication. Bien qu'il faille distinguer la domestication de l'apprivoisement. En effet, la domestication, contrairement à l'apprivoisement, nécessite un élevage en stricte captivité. La domestication est non seulement une modification des caractères physiques d'une espèce, mais aussi de son comportement, ce qui entraîne une certaine opposition entre sociétés puristes apprivoisantes et les autres progressistes domesticantes. La domestication nécessite donc une phase de mutualisme entre l'animal et l'homme, c'est-à-dire un rapprochement et une aide dans un intérêt mutuel. Les animaux domestiques sont élevés pour les produits qu'ils donnent. Le cuir, la laine, les excréments pour le compost et la chauffe, la viande, le lait, les os et les défenses pour les armes, la moelle osseuse pour l'éclairage. Mais ils sont aussi utiles pour fournir un travail ou un service. La traction animale est l'utilisation d'animaux domestiques par l'homme pour le transport des personnes et des biens, par véhicule hippomobile, le char, la charrette, le traîneau, le bât, qui est une charge portée directement à dos d'animal, ou comme monture, on parle alors d'équitation,
L'attraction animale est utile dans les travaux agricoles, notamment le labour, l'entretien des cultures, le désherbage et la récolte, et aussi pour la guerre. Pour les travaux industriels, comme actionner des machines telles que les norias ou les manèges, et encore pour le sport et les loisirs, comme les concours et les courses d'attelage. Les animaux destinés à ces tâches sont appelés animaux de trait. La domestication du bœuf au Moyen-Orient, comme celle du zébu en Inde, commence en moins 8000 à partir de l'auroch sauvage, Bos primigenius. Les bovins domestiques européens sont les descendants de la sous-espèce européenne et moyenne-orientale. Ce sont les crânes de Bos primigenius que l'on retrouve dans les maisons de Çatalhöyük en moins 7560. Les bovins domestiques asiatiques, à Bos, les zébus, descendent des aurochs asiatiques. Les bovins domestiques africains descendent d'un mélange d'aurochs nord-africains. Le poids d'un auroch peut atteindre 800 kg à 1 tonne. L'auroch serait apparu en Inde au Pléistocène inférieur il y a environ 2 millions d'années. Il serait probablement issu de Bos acutifrons, connu dans les Siwaliks, les contreforts himalayens formant la cordillère au nord de l'Inde. L'auroch aurait ensuite migré vers le Moyen-Orient et le reste de l'Asie pour gagner l'Europe au Pléistocène moyen. Bos primigenius a aussi existé en Afrique du Nord. La date précise de sa diffusion vers l'Europe varie selon les sources de moins 780 000 à 250 000. Il a été chassé par les Néandertaliens. L'auroch a ensuite été très fréquemment représenté dans l'art pariétal du Paléolithique supérieur, notamment à Lascaux. Les Vikings buvaient la bière dans les cornes d'auroch. Alors qu'une partie significative des forêts d'Europe de l'Ouest est déjà défrichée au profit de l'agriculture, Jules César, dans un chapitre de la guerre des Gaules consacré à la description des Germains, évoque l'auroch qu'on lui dit vivre dans l'immense forêt hercynienne, celle d'Europe centrale, avec des élans et d'autres animaux sauvages, qu'on ne trouve déjà plus dans l'Italie romaine ni dans ses premières colonies. Après avoir disparu des autres régions du monde, l'auroch semble être resté relativement abondant dans les grands massifs forestiers d'Europe, relique de la forêt préhistorique ou regain sur des terres défrichées puis abandonnées au moment des grandes invasions ou des pestes. Jusqu'au Moyen-Âge, date à laquelle quelques mesures de protection sont prises, interdiction de la chasse, garderie, afin de protéger un gibier de choix pour la noblesse. Bos taurus est le nom scientifique de l'ensemble des bovins domestiques de l'Ancien Monde, tels que le bœuf ou le zébu. Bos taurus descend en droite ligne de Bos primigenius, l'auroch. Animal devenu quasiment indispensable à l'homme sur tous les continents, il a connu une histoire qui n'a cessé de le rapprocher des humains. De gibier fournisseur de viande, puis d'outils en corne et en os pour son cuir protecteur, il a fini par être domestiqué et fournir à partir de ce moment lait, fromage et force de travail. L'irrigation en Sumer à partir de moins 6400 entraîne l'expansion des surfaces agricoles qui deviennent immenses et dépassent largement les capacités de récolte humaine. Malgré sa domestication depuis moins 8000, ce n'est qu'à partir de moins 3500 que le problème est résolu. L'utilisation du bœuf comme animal de trait est enfin réalisée. Il sera un facteur de la révolution urbaine. Cette nouvelle affectation du bœuf est rendue possible par l'invention d'instruments spécifiques au labour. L'arère, qui vient compléter le travail à la main par la houe, le joug, qui est l'équipement d'attache permettant l'attelage, ce qui donne à l'animal la possibilité de tracter une charge sans se blesser. Le plus ancien système serait le joug à cornes, où, dans l'Égypte antique, une barre en bois était placée entre les cornes du bovidé. Avec le temps, la barre en bois est sculptée pour mieux s'adapter à la morphologie de l'animal et des trous sont réalisés pour y faire passer des liens en cuir permettant la traction de la charge. Il semble bien qu'à l'origine, l'arère ait été moins un instrument de labour que de semis. Les raies légères tracées par l'arère sont idéales pour la majorité des céréales. Quand elles sont ensemencées à la volée, les semences sont enfuies par un labour à l'arère. Ce labour porte le nom de couvraille. Et il existe dans quelques régions des arères à couvrir spécialisés, différents des instruments utilisés pour les labours de préparation. L'arère est adapté au mieux pour les sols légers, tels le sable, ou aux champs en pente où le sol est mince, ou encore là où le labour profond mènerait au tassement, à la salinisation ou à l'érosion.
l'arrière est tracté par une bête de trait peu puissante, le plus souvent un âne, une buffle d'eau, voire un chameau. L'âne est originaire d'Afrique. Il est domestiqué à partir de -5000 par les tribus libyennes de l'ouest du Nil. On le trouve à l'état sauvage en Nubie et dans la vallée du Nil dès le Paléolithique moyen. On ne sait pas s'il sert de monture, mais il est utilisé pour la traite et pour le transport terrestre des marchandises. Il est introduit en Mésopotamie à l'occasion de convois caravaniers en -3500, où il est immédiatement adopté et où il remplace avantageusement le bœuf pour les transports terrestres, notamment ceux en régions rocailleuses et montagneuses. En -3500, de larges convois de caravanes libyennes, certaines jusqu'à 1000 têtes, traversent le Nil, le Sinaï, le Levant, montent jusqu'en Syrie, atteignent les bassins de l'Euphrate et du Tigre et descendent jusqu'en basse Mésopotamie où ils viennent se ravitailler en céréales. Les Mésopotamiens, subjugués, vivement séduits, adoptent très vite cette équidé. L'âne va dès lors supplanter le bœuf pour le transport terrestre, car il possède de larges qualités. Il est intelligent, frugal et rapide, jusqu'à 5 km/h. Il peut parcourir 50 km par jour, mais il a aussi ses défauts. Il a de gros besoins journaliers en eau, 40 litres, et sa capacité de charge est bien moindre que celle du bœuf, entre 50 et 100 kg. En -3300, un signe pictographique à Uruk rend compte de sa présence. En -2700, l'usage de l'âne en tant que monture pour les cités sumériennes commence. Peut-être que l'armée kéchite d'Embaragési était montée sur des ânes lorsqu'elle fit son raid sur Achan. En Mésopotamie, on voit apparaître une symbolique de l'âne. Cette symbolique est particulièrement ambiguë. L'âne peut tantôt représenter le bien et ses attributs sont alors l'humilité et la patience, tantôt il peut représenter le mal et ses adjectifs sont alors qu'il est têtu, bête et borné. Les Égyptiens préféreront la deuxième représentation et ils associeront l'âne au dieu Seth, à la couleur rouge et à l'esprit du mal. Il faut voir là le fait que l'âne est d'origine libyenne et que les Égyptiens se conçoivent autrement. Par contre, en Sumer, certains rois durs se font enterrer avec leur âne. Pour info, la roue, connue dès -3500 en Europe centrale, n'est introduite en Sumer qu'à partir de -2500. L'histoire du cheval remonte à la préhistoire il y a quelques 60 millions d'années. Le petit mammifère originel devait donner 59 millions d'années plus tard le cheval tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pendant 1 million d'années, il fut une proie pour l'homme, comme en témoignent les peintures ornant les grottes habitées par l'homme de Cro-Magnon, voici 15 à 20 000 ans. Puis, les peuples nomades de la steppe eurasienne, plus particulièrement ceux du pourtour de la mer Caspienne et de la mer Noire, entamèrent vers -4500 le processus de domestication. Éohippus est littéralement le cheval de l'aube. C'est un petit animal qui allait devenir le cheval. Son ancêtre immédiat appartenait au groupe disparu des condylarthres, précurseurs de tous les ongulés. Le spécimen reconstitué par l'Institut de technologie de Californie mesure près de 35 cm au garrot et devait peser environ 5 kg. Mésohippus apparaît à l'Oligocène. Plus grand que Éohippus, 45 cm, ses membres sont proportionnellement plus longs et ses antérieurs ne comptent plus que 3 doigts contre 5 pour son ancêtre. Les prémolaires et les incisives commencent à apparaître mieux adaptés aux mouvements nécessaires pour couper les aliments, permettant ainsi la consommation d'une plus grande variété de feuillages. Ensuite apparaît Merychippus. Pendant 15 millions d'années, entre Oligocène et Miocène moyen, le climat, le terrain et la végétation poursuivent leur évolution. La jungle fait place à la forêt tempérée puis à la plaine découverte. L'ancêtre du cheval acquiert une taille supérieure et davantage de vigueur, ainsi qu'une meilleure aptitude à la fuite devant les prédateurs naturels. Mesurant au plus 90 cm au garrot, Merychippus reste tridactyle, mais le doigt central supporte une part croissante du poids du corps. Les 2 doigts extérieurs se rapprochent lentement du stade vestigiel. Le cou allongé permet à l'animal de se nourrir au sol et de relever la tête plus haut pour améliorer son champ de vision.
Ensuite apparaît Pliohippus, ancêtre direct d'Equus. Pliohippus apparaît vers le milieu du Pliocène, voici environ 6 millions d'années. Ses proportions sont pratiquement celles du cheval actuel. Il est le premier à posséder les puissants ligaments des jambes qui actionnent l'unique sabot. Il est également à l'origine du sous-groupe représenté aujourd'hui par les zèbres et les ânes, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Le cheval actuel a évolué à partir de Pliohippus environ 5 millions d'années plus tard, au cours de la seconde moitié de l'ère glaciaire. Son nom scientifique est Equus caballus. De nombreuses formes d'Equus coexistèrent durant les périodes glaciaires et post-glaciaires. On pense aujourd'hui que le cheval domestique est issu du cheval de forêt, du cheval de Przerwalski, du tarpan et du toundra, ce dernier étant cependant contesté par certains hippologues. Le cheval de forêt, Equus caballus sylvaticus, survécut jusqu'à l'époque post-glaciaire. Il devait mesurer 1,50 m au garrot, avec des membres épais et un corps lourd. Le cheval de Przerwalski, Equus przerwalski poliakow, est le seul cheval sauvage ayant survécu jusqu'à l'époque actuelle. Au temps préhistorique, il peuplait les steppes de l'Europe et de l'Asie centrale, à l'est du 40e méridien qui marque la frontière avec l'ère du tarpan. Il est actuellement élevé dans quelques zoos en vue d'une reproduction dans la nature. Le tarpan, Equus caballus gmelini, cheval plus léger que le précédent, a disparu en tant qu'animal sauvage avec la mort de la dernière jument en 1880 en Crimée du Nord. Un troupeau reconstitué, à partir d'une souche descendant du tarpan, vit actuellement en semi-liberté dans les réserves polonaises de Poliewno et de Białowieża. Certains scientifiques pensent que le toundra serait l'ancêtre du petit poney yakoute et n'aurait pas eu d'influence sur les souches domestiques. La domestication du cheval est attestée pour moins 3700. Ceci se passe dans la culture de Botaï, au nord du Kazakhstan. Cette culture durera jusqu'en moins 3100. Nous parlerons des cultures pontiques dans une prochaine vidéo. Vers moins 3700, le climat des steppes d'Asie centrale se fait plus humide et la végétation se diversifie. L'herbe atteint une hauteur de 2 mètres et les steppes abritent des millions de chevaux. Pour les capturer et les garder, il était indispensable à l'homme de les monter. Cette nécessité explique une différence morphologique entre les chevaux sauvages et les chevaux domestiqués. Selon le chercheur américain David Anthony, en effet, 10% des dents des chevaux de Botaï examinés portent des traces de mort en os ou en crin. La découverte en 2006 de vestiges d'enclos renforce l'idée de la domestication du cheval à Botaï. Autre preuve de l'élevage de chevaux, on a trouvé des traces de koumi, du lait de jument fermenté, sur des fragments de poterie datés de moins 3600 environ. Jusqu'à une date récente, la culture de Stredny Stok, en Ukraine, était considérée comme la plus ancienne à avoir maîtrisé la domestication du cheval. On estimait ces vestiges à moins 4000, mais la spectrométrie de masse a ramené cette date à l'âge du fer sithique, c'est-à-dire vers moins 600. En dépit de leur innovation locale, les peuples de la culture de Botaï seront envahis et remplacés par des pasteurs indo-européens de la steppe à l'âge du bronze moyen, leurs chevaux étant également remplacés. À partir de moins 3500, les populations du nord de la Caspienne se mettent à nomadiser entre la Volga et l'Oural. Elles entrent dans la révolution néolithique, domestiquent les plantes et les animaux, dont le cheval. Le cheval évoluait en troupeau sauvage et représentait une espèce majeure en termes de quantité. Cette domestication est visible dans le matériel archéologique. Les premiers morts de chevaux sont exhumés. La domestication chevaline permet une dispersion géographique importante et rapide, entraînant la coorganisation des peuples nord-pontiques et au-delà de l'Europe. Le cadre de vie des premiers éleveurs de chevaux était fait de steppes au fort contraste saisonnier. La survie du groupe dépendait étroitement de son adaptation au cycle des saisons. Les implantations,
faites de huttes semi-enterrées, comme celles mises au jour à Botaille, étaient temporaires et servaient de campement pour l'hiver. Les campements étaient éloignés de 150 à 200 km l'un de l'autre. Cette distance permettait à chaque tribu de disposer d'un espace suffisant pour contrôler leur propre troupeau de chevaux. Au printemps, les tribus se remettaient en marche vers le sud-ouest, au sol sableux, libéré par la décrue des fleuves, et où une végétation pionnière assurait le retour du gibier. Elles construisaient alors des yourtes éphémères, chassaient et commençaient à entreposer des provisions pour l'hiver suivant. L'économie était principalement axée sur la domestication du cheval, sans négliger la chasse et la pêche. Le travail du bois, de l'os et de la pierre est attesté. Selon la théorie de Maria Bibutas, qui s'appuie sur la linguistique, les peuples des Kourganes auraient conquis l'Europe à l'aide du cheval, attelé ou non à des chars de combat. Par la suite, à partir de -3000, la migration depuis les steppes pontiques vers le centre de l'Europe devient très importante. On peut remonter plus avant, vers -5200, dans la culture de Samara, pour voir apparaître une interaction intime entre l'homme et le cheval, sans que l'on puisse affirmer pour autant qu'il s'agisse de domestication, mais sans doute un apprivoisement. Sur les lieux de fouilles, à côté des poteries, on trouve des restes de chevaux, mais aucun matériel artificiel comme dans la culture de Botaille. Comme son nom l'indique, cette culture se développe dans le méandre de Samara, en moyenne Volga, aux confins septentrionaux de la grande steppe pontique. Cette culture dure 400 ans et disparaît vers -4800 en devenant chalcolithique. Elle est contemporaine des cultures préhistoriques de la steppe pontique comme la culture de Kvalenx ou la culture Repin et antérieure à celle de la culture Yamna. Depuis les travaux de Maria Bibutas, cette culture est considérée comme proto-indo-européenne. La culture de Samara serait un des précurseurs de la culture kourgane. Elle relève d'un mode de vie chasseur-pêcheur-cueilleur sans présence d'agriculture ni d'objets métalliques, mais avec présence de poteries et d'élevage. Il s'agit plus d'une culture de la fin du Mésolithique. Cette culture se caractérise par l'abondance des restes d'animaux sacrifiés, que l'on retrouve sur la plupart des sites. Il n'y a aucune preuve incontestable de déplacement à cheval, mais on a retrouvé des tombes avec des restes de chevaux, les plus vieilles de l'Ancien Monde. Le plus souvent, les sabots et les crânes d'animaux, couverts d'ocre pulvérisé, sont déposés dans un plat posé sur la tombe d'un défunt. Certains ont vu là la preuve des premiers sacrifices de chevaux, mais cette interprétation n'est pour l'instant appuyée sur aucune preuve. Et si l'on sait que les Indo-Européens sacrifiaient hommes et animaux, d'autres cultures ont connu ces pratiques. La domestication de l'espèce fit de l'homme un vecteur très actif dans le processus de transformation du cheval. De son fait, l'évolution du cheval en race et type s'accéléra. L'animal actuel est le produit de la sélection artificielle, d'abord soutenue par les progrès réalisés dans les pratiques agricoles et commerciales qui permirent de produire de grandes quantités de nourriture, puis par la suite par l'amélioration constante des méthodes de gestion. Si le cheval servit essentiellement à la guerre pendant plus de 4000 ans, il eut de nombreux emplois pacifiques, notamment dans l'agriculture. En Europe, il supplanta le bœuf pour cultiver la terre au XVIIIe siècle, alors qu'au Moyen-Orient et en Asie, il était impensable d'employer les coûteux et nobles chevaux à des tâches aussi basses. Les jougs s'utilisent exclusivement avec des animaux ayant le cou dans le même alignement que celui de la colonne vertébrale, ce qui n'est pas le cas du cheval. C'est ainsi qu'est créé ce que l'on nomme l'attelage antique, qui consiste en une large bande en cuir placée sur la cage thoracique, la bricole. Cette bande est ensuite attachée à une barre en bois posée sur le garrot. L'animal tracte alors la charge en subissant une compression de sa cage thoracique, ce qui rend cet attelage peu efficace car, en écrasant le torse de l'animal, celui-ci est empêché de respirer correctement et il réduit donc son allure. Pour les chevaux, le collier d'épaule, connu dès le 1er siècle, mais qui se répand seulement à partir du XIe siècle, permettra une meilleure transmission de la puissance du cheval car non gênant sa respiration. À côté du joug, le travois est un autre type d'attelage que l'on peut utiliser sur le cheval, mais également sur le chien. Utilisé par les autochtones d'Amérique,
Il consiste en 2 barres de bois reposant sur les flancs de l'animal. Les 2 extrémités supérieures sont réunies, tandis que celle inférieure repose sur le sol. L'avantage du travois est qu'il ne comprime pas le torse de l'animal. Enfin, en ce qui concerne les ânes, hémiones et zèbres, l'âne domestique, les 2 groupes d'ânes sauvages d'Asie et d'Afrique et les zèbres appartiennent tous au genre Equus. Mais alors que le cheval peuplait l'Amérique puis l'Asie avant la disparition de la langue de terre reliant les 2 continents, les ânes et les zèbres, originaires de l'Ancien Monde, y sont restés. Les plus anciennes traces archéologiques d'élevage de chameaux, animal à 2 bosses, remonteraient à moins 7000 ou moins 6000, mais il n'y a aucune certitude pour ce qui ne reste qu'une supposition. D'autres sources prouvent que la domestication s'est produite en Asie centrale vers moins 2500, en Bactriane, en Afghanistan. Les découvertes faites au cours de campagnes de fouilles sur les sites d'anciennes colonies de l'ouest du plateau iranien montrent des vases contenant du fumier de chameau de Bactriane et des restes de ses poils. Ces artefacts sont datés de moins 2500. Le chameau est originaire d'Asie centrale et on le trouve également en Mongolie et en Chine. Son prédateur était le tigre et le loup gris. À la différence du dromadaire, le chameau est adapté au climat froid et sec. Le chameau de Bactriane était le principal moyen de locomotion le long de la route de la soie. Il est également employé pour le travail. Il est apprécié pour son endurance et son adaptation aux conditions extrêmes. Lors de longs voyages, il peut parcourir 30 à 40 km par jour en portant un bât de 250 à 300 kg, c'est-à-dire pas loin de la moitié de son propre poids. En tant que monture, le chameau peut parcourir plus de 100 km par jour, entretenant une vitesse de 10 à 12 km/h. Un chameau de Bactriane chargé d'un bât marche à une vitesse d'environ 5 km/h, sensiblement moins vite qu'un équidé moyen, mais avec une endurance et une frugalité excédant de loin celle de n'importe quel cheval ou âne. Il fournit de la laine, du lait, du cuir, et ses excréments sont un excellent combustible ne dégageant que peu de fumée, contrairement au fumier des vaches. Le chameau était l'une des formes du dieu Veretrania, divinité grecque chez les Iraniens, ou d'Indra chez les Hindous, roi des dieux et seigneur du ciel dans la mythologie védique de l'Inde ancienne. Indra est originellement issu du dieu indo-européen Veretrania, dieu de la guerre et de l'orage. La taille du dromadaire, animal à 1 bosse, va de 2,2 à 2,5 mètres au garrot pour les plus grands. Son poids varie entre 400 kg et 1 tonne, selon les races. Cet herbivore a une espérance de vie de 25 à 40 ans. L'ancêtre du genre Camelus est apparu il y a 50 millions d'années. Vers moins 3 millions d'années, on le trouve dans la corne de l'Afrique pendant la préhistoire. On a retrouvé des dents en Éthiopie. Il occupe toute l'Afrique au nord de l'équateur, spécialement au Sahel. Dépourvu de fourrure comme le chameau, le dromadaire est adapté au climat chaud et sec. On le trouve également dans la péninsule arabique, en Perse, jusqu'au désert du Rajasthan en Inde, zone la plus orientale de sa répartition d'origine. Plus au nord, il occupe les régions voisines de l'Asie centrale, le Turkménistan, où il peut d'ailleurs s'hybrider avec le chameau de Bactriane à 2 bosses. La relation entre l'homme et le dromadaire remonte vers moins 2500. Sa domestication a eu lieu dans le sud-est de la péninsule arabique. La première attestation de l'emploi massif de dromadaire remonte à moins 853 durant la bataille de Karkar. Salmanasar III, roi d'Assyrie, souhaite réaliser ce que son père Assur-Nazir-Pal II n'avait jamais réussi à faire, prendre le contrôle de la Syrie du Nord et de la Cilicie. Après avoir consolidé ses positions sur l'Euphrate au nord par une série de forteresses, il réunit une grande armée pour la conquête de la Syrie et de la Cilicie. Son armée pénètre en Syrie par les plaines centrales et se heurte à une vaste coalition regroupant presque tous les royaumes de la région. La bataille se soldera par un match nul. Sans dromadaire, l'armée d'As-Sardon, roi d'Assyrie de moins 680 à moins 669, n'aurait pas pu atteindre l'Égypte via le Sinaï en moins 671. Toutefois,
De grands troupeaux de dromadaires n'apparaîtront au Moyen-Orient et en Afrique du Nord que durant l'Antiquité tardive ou au début du Moyen-Âge vers plus 400. Les dromadaires ont permis l'utilisation de routes commerciales via le désert arabique. Le dromadaire peut en effet parcourir 60 km par jour en été, sans boire pendant environ 4 jours et en portant jusqu'à 200 kg. Il n'est donc pas nécessaire d'emporter de l'eau pour l'abreuver, ce qui permet d'augmenter la charge utile. On utilise son lait et sa viande. Emblème de la Côte d'Ivoire, l'éléphant tire son nom grec éléphas qui désigne l'ivoire. L'éléphant est réparti en 3 espèces, l'éléphant de la savane d'Afrique, l'éléphant de la forêt d'Afrique et celui qui nous intéresse, l'éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est plus petit que les éléphants de la savane africaine. Il vit en troupeau restreint, mené par une femelle, et il passe son temps à arpenter la forêt à la recherche de sources de nourriture pour satisfaire son régime herbivore. Souvent domestiqué, il est utilisé comme monture ou animal de trait. Autrefois présent sur l'ensemble du continent asiatique, l'espèce est aujourd'hui en danger à cause du commerce de l'ivoire. Sa durée de vie est de 60 ans. Il est actif le jour et ne dort que 2 à 4 heures. Il barille et quand il dort, il ronfle. Sa vitesse de déplacement est d'ordinaire d'environ 7 km/h. Mais quand il trotte, il va à près de 15 km/h. Lorsqu'il fonce sur vous, il est peu probable d'en réchapper. À la saison sèche, les éléphants recherchent les endroits pourvus d'eau. L'éléphant se baigne plusieurs heures dans la journée, se roule dans la boue et soigne sa peau en se grattant ou en s'aspergeant de sable et de terre. L'éléphant d'Asie est un herbivore. Chaque jour, il consomme environ 200 litres d'eau, essentiellement pour le bain, et mange 200 kg de nourriture. Son alimentation est diverse, bambou, feuilles, rameaux, herbes et fruits. Parfois, il s'enivre en mangeant des fruits contenant des substances alcooliques, et il a l'air d'apprécier. La femelle donne naissance à un seul petit au bout de 20 mois de gestation. Il n'y a pas de saison de reproduction. Dans un environnement de bonne qualité, il y a une naissance tous les 3 à 4 ans. Le petit pèse de 50 à 120 kg et se dresse sur ses pattes quelques heures après sa naissance. Il suit sa mère dans le troupeau, qu'il allaite pendant 8 à 10 mois, mais dès le 4e mois, il commence à manger de l'herbe et des feuilles. Et à 6 mois, il se nourrit comme les adultes. Les deux sexes atteignent leur maturité sexuelle à 14 ans, mais les mâles ne peuvent se reproduire qu'après avoir dominé les autres mâles adultes. Bien plus facile à dompter que son homologue africain, l'éléphant d'Asie est domestiqué vers moins de 1500. On l'utilise pour le transport, la chasse au tigre et peu pour l'attrait. Celle-ci se fait avec les bœufs. On l'utilise aussi comme auxiliaire de guerre pour effrayer hommes et chevaux. Il est également utilisé comme bête de somme pour tirer les engins de siège. L'importance des éléphants de guerre se mesure à la popularité de généraux comme Hannibal ou Alexandre le Grand qui en utilisaient. Vers moins 400, Chandragupta Maurya invente le combat d'éléphants durant lequel 2 cornacs forcent les animaux à se battre. Les éléphants ont été utilisés durant les jeux du cirque, se battant contre d'autres grands animaux comme les ours ou les lions et même contre des gladiateurs.